Bonjour Serge Lamy et merci pour votre courage donc de participer à cette petit webinaire, une veille de Saint-Sylvestre. Il faut quand même effectivement être très courageux. Mais bon, je vais essayer donc pendant l'heure pendant laquelle on va se parler, et je vais essayer donc de ressortir un petit peu tout ce qui s'est fait d'intéressant dans l'année ou au contraire de moins intéressant pour essayer de se projeter ensuite sur l'année prochaine, hein, en faisant un petit peu donc bien sûr de futurologie. Bien. Alors, comme d'habitude, donc je vais donc me partager, voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, je vais commencer, si vous voulez bien, par m'intéresser aux personnages qui se sont illustrés, hein, donc à mon avis pendant l'année 2021. Alors je précise quand même que tous les choix que l'on peut faire, bien entendu, sont contestables. Vous avez probablement des choix différents hein, du mien, mais pour un certain nombre de raisons que je vais essayer d'expliquer en tout cas, je crois que les personnes dont on va parler, ou les événements, hein, ou les produits dont on va parler, auront marqué donc l'année 2021 et d'une certaine manière constitueront un petit peu l'avant-scène de ce qui va se passer dans les années à venir, et en particulier donc en 2022. Bien. Donc, les technologies et produits donc, qui ont fait progresser, de mon point de vue en tout cas, le système d'information en 2021. A contrario, les événements et les technologies donc, contestables dont on aurait pu se passer, alors il y a pas mal de choses, et je vais attribuer un bonnet d'âne donc un produit, là j'avoue que je suis assez étonné, c'est un produit japonais. Bon, vous allez voir, hein, voir ce que vous en pensez, ça me paraît complètement délirant, mais pourquoi pas. Hein. Bien. Et puis on va donc essayer de déterminer ce qui va se passer donc, en 2022. Alors déjà, je voudrais parler d'un chiffre, ça fera partie donc, des choses qui ne me paraissent pas très correctes pour 2021, c'est la folie des bitcoins. Je n'ai jamais considéré que les bitcoins étaient une monnaie, je l'ai souvent dit. D'ailleurs, dans la présentation que je fais aujourd'hui, comme vous êtes des fidèles hein, pour la plupart, il y a des choses que vous avez déjà entendues. Hein. Je fais un résumé de ce qui me semble être le plus pertinent, en tout cas sur l'année. Bien. Donc, les bitcoins. Les bitcoins, pour moi, ça n'a jamais été une monnaie. Et ça, on le dit d'ailleurs depuis 2015. Pour moi, ça a toujours été donc une pyramide de Ponzi. C'est quelque chose qui permet de faire de la spéculation, mais en aucun cas, c'est une monnaie. Et puis, surtout, le pire de tout, on y reviendra un peu plus loin, hein, la consommation électrique sur l'année 2021 est évaluée au 25 décembre à près de 200 TWh. Non, mais on marche complètement sur la tête. Hein. C'est un tout petit peu moins que les pays comme l'Afrique du Sud ou l'Australie. Tout ça parce que la technologie donc, du minage, hein, ce qu'on appelle la preuve de travail, mais j'y reviendrai, hein, n'est pas du tout adaptée. Donc c'est du délire total, ça fait partie des folies. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les crypto-monnaies sont condamnées, pas du tout, ça n'a rien à voir. Hein. Encore une fois, Bitcoin n'est pas une monnaie, c'est une valeur, donc on va dire, on essaie de gagner de l'argent avec ça. Alors quelques personnages d'abord, si vous le voulez bien, voilà le choix que j'ai fait. D'abord, maintenant, il y a les deux astronautes, hein, en herbe, que sont donc Elon Musk et puis Jeff Bezos. Elon Musk fait une fin d'année qui n'est pas parfaite hein, pour lui, pas très agréable, parce qu'il est accusé par les Chinois de perturber donc l'espace avec ces milliers de satellites qu'il lance et qui, c'est vrai, augmente la probabilité pour que on va dire une épave ou une pièce détachée qui aurait pu partir d'un satellite, eh bien, puisse frapper la station donc, chinoise actuellement donc, en orbite. Et les Chinois disent ça et n'ont pas l'habitude de plaisanter. Et effectivement, même si on fait un calcul en disant, voilà, finalement, les satellites ont quand même pas mal de place hein, sur la planète, mais si on fait un calcul, eh bien, on s'aperçoit que la probabilité dans le temps, avec le mouvement donc, des satellites, car ce ne sont pas des satellites géostationnaires, et donc effectivement, il y a une probabilité non nulle pour qu'il y ait des chocs. Or, vous savez très bien que les chocs dans ces conditions sont extraordinairement amplifiés de la même manière que si vous avez un avion et malheureusement vous percutez un oiseau, vous pouvez tout faire exploser.
Et pourtant, ce n'est pas lié à la masse de l'oiseau en question. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Donc les Chinois ne sont pas contents. Hein. Ils ne sont pas contents. Ils ont dit à Elon Musk que si vous continuez à faire l'andouille, ils l'ont dit en chinois, donc je ne sais pas comment on le dit, eh bien, on va vous empêcher de produire des voitures Tesla sur le marché chinois, qui représentent quand même le quart du chiffre d'affaires de Tesla dans le monde. Alors évidemment, il est un peu embêté. Mais c'est quand même un personnage dont on a parlé, bien entendu, plusieurs fois, et qui est un personnage dont j'ai dit qu'il n'était pas un visionnaire, mais par contre un industriel qui sait, comme il a beaucoup d'argent, il est capable de surfer sur les technologies. Et on a un peu l'impression que c'est un enfant qui se fait un peu plaisir. Hein. Mais bon, bien entendu, il y a une industrie derrière tout ça. Bezos, lui, alors, il a pris une décision que je trouve assez sage. Il s'est mis en retrait. Alors, pas complètement, évidemment, hein, mais il s'est mis en retrait donc d'Amazon et il est remplacé par un dénommé Jassy en tant que président et CEO donc, d'Amazon. Je trouve ça intéressant parce que c'est jamais très facile pour un grand capitaine d'industrie de laisser les autres, déléguer à d'autres. Apparemment, Bezos n'est pas gêné par ça. Et donc, il me paraît, en tout cas, une initiative qui est intéressante. Du côté d'Intel, j'ai choisi également ce personnage. Hein. Donc, c'est Pat Gelsinger. Gelsinger devient le nouveau patron d'Intel. Là, Intel qui a pas mal de soucis, pour un certain nombre de raisons dont on a parlé, hein, le fait qu'ils veulent tout faire. Hein, ils ont des usines, ils conçoivent des processeurs, ils veulent tout faire, mais malheureusement, ils ne sont pas très présents sur les sujets aujourd'hui, dans les domaines où là, par contre, ils devraient être pertinents. Hein, j'ai déjà cité le cas des capteurs, le cas des mobiles, là, ils ne sont pas très bons. Le problème, c'est que maintenant, ils sont également concurrencés sur les serveurs, avec ARM. Donc des processeurs qui ne sont pas les mêmes, donc des processeurs dits, qui sont des processeurs RISC, qui n'ont pas du tout la même architecture, avec un jeu d'instructions qui en théorie tout au moins devrait être un peu plus réduit. Ce n'est pas tout à fait vrai dans la réalité, hein. Mais en tout cas, ARM vraiment a le vent en poupe maintenant. Et donc, le travail qu'aura à faire Gelsinger donc en 2021, ça sera donc de redresser la barre. Alors, il construit 2 usines en Arizona actuellement, pas lui, hein, Intel, hein, ce qui représente 20 milliards d'investissements, ce qui est absolument colossal, et également une usine dans le Nouveau-Mexique qui, elle, représente 3,5 milliards de dollars. C'est tout à fait gigantesque et montre quand même qu'à ce niveau, si vous voulez, d'industrialisation, eh bien, il n'y a que quelques joueurs hein, qui peuvent intervenir. Hein. Ce n'est certainement pas une PME du coin. On est vraiment… Et d'ailleurs, ça montre d'ailleurs toute l'opportunité qu'a su saisir ARM. Parce qu'au fond, ARM, ce n'était qu'un cabinet de recherche, ou un cabinet, vous voyez, qui imaginait des processeurs sans les fabriquer. Ce qui est encore le cas maintenant. Et donc, ils étaient beaucoup plus petits. Alors, ils étaient basés à Londres, hein, et ils ont eu l'idée de concevoir des processeurs et de le vendre, et de vendre ces conceptions sur licence. Alors qu'Intel, lui, il veut tout faire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la concurrence devient difficile, la miniaturisation devient de plus en plus colossale maintenant. On descend à 5 nanomètres, voire même certains parlent de 2 nanomètres. Alors, ça dépend des nanomètres dont on parle. Hein. Ce n'est pas très évident. En tout cas, Gelsinger, ce serait intéressant de voir ce qu'il va faire donc, en 2022. Est-ce qu'il va être capable de redresser donc, la barre? Parce qu'autrement, Intel peut être racheté. D'ailleurs, on l'a souvent dit. On l'a souvent dit qu'Intel faisait partie, de notre point de vue en tout cas, d'un carteron de grandes compagnies américaines qui sont en danger, non pas de disparition, mais d'être rachetées. Et d'ailleurs, parmi ceux-là, j'ai même mis Apple. Vous voyez, pour un certain nombre de raisons assez différentes. J'ai choisi également un personnage dont on a parlé, hein, qu'il s'agit d'un dénommé Wilkelman, que l'on appelle dans le milieu, on l'appelle Beeple. C'est celui qui est un artiste numérique et c'est celui qui a vendu donc un collage de 5000 fichiers numériques pour la somme record de 69 millions de dollars. Alors vous me direz, il a mis 10 ans pour faire ça. D'accord, mais quand même, ramener à l'année, c'est quand même assez intéressant. Donc, d'autant plus que ce n'est pas son coup d'essai, il en a quand même fait d'autres qui lui ont rapporté beaucoup d'argent. Ce qui est intéressant là-dedans, d'abord, c'est que la vente a été faite chez Christie's, donc à Londres, et donc donne une certaine connotation de vérité à l'opération. Et en fait, c'est tout le mouvement du numérique
hein, donc ce qu'on appelle les NFT également, sur lesquels je reviendrai également, donc qui est un petit peu mis en valeur par ce personnage que l'on appelle donc Beeple. Et enfin, on va dire mon petit préféré, moi, celui pour lequel j'ai le plus d'admiration, il faut c'est le cas de le dire, c'est donc Vitalik Buterin, qui est ce jeune homme qui avait 18 ans lorsqu'il a conçu, donc il a imaginé donc Ethereum, qui n'est pas une monnaie, enfin c'est une monnaie aussi, mais qui n'est, c'est pas ça l'important. Chez Ethereum, c'est pas uniquement donc une monnaie concurrente de Bitcoin, c'est, en considérant que Bitcoin serait une monnaie, ce qui n'est pas le cas, c'est autre chose. C'est un système transactionnel et on parle d'Ethereum pour être un petit peu le transactionnel de demain d'Internet. Vous voyez, c'est le TCP/IP de demain sur Internet. Avec quoi? Avec les smart contracts, avec des choses complètement nouvelles, et c'est vraiment une nouvelle génération donc, qui arrive. Et ce garçon, qui est un Canado-russe, hein, j'avais eu l'occasion de le dire, avait quoi, 18 ans quand il a conçu ça. Maintenant, il en a 25, mais il a toujours des allures d'étudiant un petit peu attardé. Et je trouve qu'il méritait en tout cas d'être placé parmi, on va dire, ce panorama, vous voyez, des personnages qui m'ont, à mon avis, donc, qui m'ont le plus marqué. Alors, qu'est-ce qui a fait progresser donc, le TI en 2021? Là aussi, j'ai fait des choix. Alors, parmi ces choix, j'ai pris Windows 11 de Microsoft, qui pose pas mal de soucis, c'est vrai. Hein. Alors, je rappelle un petit peu, donc, pour ceux qui n'auraient pas suivi les opérations, hein, que Windows 11, il y a une nouvelle interface, hein, avec des icônes qui ont été revues, plus espacées, des coins de fenêtres arrondis, vous me direz, on s'en moque, mais globalement, c'est vrai, c'est pas mal. Les tuiles dynamiques ont été remplacées par des widgets, mais le principe est un petit peu le même. On ne sait pas pourquoi, mais les utilisateurs ont fait une allergie aux tuiles. Moi, j'ai du mal à faire la différence entre une tuile et un widget. Finalement, je clique dessus, il apparaît quelque chose. Bon, mais apparemment, ça ne plaît pas. Hein. C'était tout le problème, d'ailleurs, de la présence de Microsoft sur les mobiles. Hein. Ça n'a pas fonctionné, en partie à cause de ces tuiles. Alors, Windows 11, il est plus performant que ses prédécesseurs. Ça, c'est très intéressant. Parce que quand vous devez avoir plusieurs fenêtres actives, on va dire, simultanément, ce n'était pas toujours très évident avant, et on ne pouvait même pas le faire. Et maintenant, on peut avoir une disposition sur votre écran que vous pouvez sauvegarder et que vous pouvez récupérer sur une tablette. Et comme ça, avec le même utilisateur, attention, hein, comme ça, vous pouvez assurer donc un lien dans l'usage entre le moment où vous servez de votre machine de bureau et le moment où vous servez donc de votre tablette. C'est très bien fait, il faut dire ce qu'il est. Bon, en plus, Teams est devenu quand même fondamental chez Microsoft et un simple clic maintenant vous permet d'y accéder. Alors, on aime ou on n'aime pas, je reprocherai à Teams toujours la même chose, à savoir qu'on a besoin d'avoir derrière Office 365 pour avoir la plénitude de l'outil Teams. Je trouve que on n'est pas obligé d'avoir Office 365 derrière, hein, mais enfin, c'est comme ça. Windows 11, par ailleurs, a été spécialement optimisé pour tirer profit de ce qu'on appelle les architectures donc Big Little, c'est-à-dire des multiprocesseurs dans lesquels il y a des processeurs extrêmement rapides et des processeurs à basse consommation. On fait un petit peu un mélange des deux, hein. Vous voyez, des cœurs autonomes et des cœurs qui le sont un peu moins. Et il faut savoir que les circuits ARM, et c'est en ça d'ailleurs que ARM avait pas mal d'avance, eh bien, fonctionnent comme ça déjà. Et donc, ils étaient donc dans la bonne direction. Vous me direz, la nouvelle génération, les Lakefield d'Intel font la même chose. Donc, c'est une architecture qui a été reprise et qui est intéressante. L'application paramètres a été revue, bon, très bien. Et malheureusement, Windows 11 nécessite quand même la compatibilité avec TPM 2.0, qui est une norme, on va dire, sécuritaire. Or, le TPM 2.0 est quand même relativement gourmand et exigeant, et donc toutes les machines ne sont pas compatibles avec ça. On estime actuellement, alors c'est un peu compliqué de faire le calcul, mais c'est à peu près entre 30 et 50%, on va dire, des utilisateurs aujourd'hui qui peuvent effectivement installer 2011. Et j'imagine que vous avez vu sur vos écrans, en bas, on vous dit votre Windows 11 est déjà prêt maintenant pour être installé. Bon, on recommence un petit peu l'affaire qu'on avait connue, rappelez-vous, avec Windows 10. Et puis bon, Windows 11, par ailleurs, il exploite un mécanisme qui est quand même intéressant, qui s'appelle HVCI, de sécurité, qui est basé sur les systèmes de virtualisation, et ça vous crée un environnement virtuel séparé
qui devient un peu la racine du système d'exploitation, la racine d'approbation. Ça ressemble un petit peu à une sorte de proxy, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que globalement, Windows 11 est beaucoup plus sécurisé. Et dans le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est quand même une bonne chose. Donc, je le mets parmi les produits donc, qui méritent d'être mis en évidence. C'est la fin des mots de passe. Alors là aussi, j'ai eu l'occasion d'en parler assez souvent. Je trouve que ça, c'est une bonne nouvelle. Hein. Continuer à faire n'importe quoi comme on le faisait auparavant, bon, ça n'a qu'un temps. Évidemment, ce n'est pas possible. Hein. Les pratiques sont absolument inadmissibles. Alors, on pouvait faire un mélange en mode multifacteur, hein, mélanger plusieurs techniques, mais l'idée, c'était quand même de remplacer les mots de passe. Alors, la technologie FIDO2 est une technologie. Bon, ici, vous avez le schéma. Hein. Je rappelle un peu le principe, c'est-à-dire vous vous connectez à un serveur, mais vous lui dites « je ne veux pas travailler avec un mot de passe, tu te débrouilles, mais on va fonctionner différemment. Et voilà ce que je te propose de faire. Je vais utiliser mes empreintes digitales ou je vais utiliser le visage ou encore autre chose, dire une donnée biométrique. » Et grâce à un dialogue et un mécanisme de channel que j'ai présenté plusieurs fois, hein, eh bien, on peut dire voilà, le serveur va reconnaître l'utilisateur à condition que cet utilisateur ait deux éléments, une clé privée et la donnée biométrique. Ce qui veut dire qu'il n'aura plus besoin de taper un mot de passe, sachant qu'un criminel qui voudrait donc se faire passer pour nous devrait posséder les deux éléments, ce qui n'est pas évident. Je vous assure que ça, c'est en train de révolutionner notre monde de l'authentification. Ne plus avoir de mot de passe qui, de toute façon, la plupart du temps, ça ne sert à rien. Les gens les écrivent en post-it sur les écrans, dans leur carnet. C'est pas sérieux. Et donc, il faut quand même trouver quelque chose maintenant. Donc, c'est la fin. Je considère que cet événement-là, c'est le début de la fin donc, des mots de passe. Un autre domaine qui me paraît, qui à mon sens est très marquant dans les périodes que nous vivons, c'est ce qu'on appelle les graphes de connaissances. Alors, les graphes de connaissances, il faut bien le situer, c'est quoi? Ce sont, au fond, c'est une extension, c'est une évolution des bases de données. Jusqu'à maintenant, on a travaillé avec des bases de données, on va dire, très figées, hein, avec des données qui étaient textuelles, booléennes, numériques, et puis c'est tout. On avait donc des schémas qui nous permettaient donc d'enregistrer des données qui étaient conformes à ces types de données, comme on disait. Ça ne colle plus, ça ne colle plus. Et quand vous vous mettez à la place d'un moteur de recherche, mettons tel que Google, c'est bien Google d'ailleurs qui a été à l'origine de cette évolution, eh bien, il faut pouvoir accéder non seulement à des données typées comme ça, hein, telles qu'on les connaît jusqu'à maintenant, mais également à des vidéos, à des clips sonores, à des événements, à n'importe quoi. Il faut maintenant pouvoir accéder d'une manière unique à un ensemble de médias. C'est ça, les graphes de connaissances. Parce qu'aujourd'hui, c'est une technologie qui permet de représenter les liens qu'il y a entre les différentes entités. Alors, il y a des techniques qui s'appelleront, on parlera de prédicat, on parlera de edge, mais ça revient toujours au même. C'est-à-dire que j'ai une personne avec un nom, là on reste dans des données tout à fait classiques, et bien est connectée à une vidéo, et le prédicat, c'est le lien avec la vidéo. Et la grande nouveauté aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on est capable, à condition quand même d'avoir les moyens, hein, c'est pas non plus simplissime, on est capable maintenant donc de traiter avec une seule interface tous les types de données qui peuvent exister. Alors, ça ne concerne pas des petites PME, et encore une fois, on n'en est qu'au début, hein, mais on aura donc des moyens de stockage pour tout stocker. On aura également donc des moyens d'interrogation pour requêter donc ces contenus, comme le fait un moteur de recherche. Parce que c'est exactement ça. Si aujourd'hui, Google ou les autres ne vous sortaient que les données qui sont dans des bases de données numériques, il n'y aurait pas grand-chose. Hein. Alors que là, on a quand même maintenant, on a un horizon. Ça s'appelle les graphes de connaissances parce que la représentation dans les bases de données de connaissances ressemble beaucoup, avec un certain nombre d'avantages en plus, aux bases de graphes de la typologie dite NoSQL, et donc on a des bases dites de graphes, hein, et donc ça rentre un peu dans cette, on va dire, dans ce monde. Ça, je crois que c'est quelque chose d'important.
parce qu'on a des problèmes de gestion de connaissances, par exemple, dans les entreprises. Comment arriver à gérer tout ça? Or, la connaissance, ça peut être aussi une discussion comme on le fait en ce moment. Vous voyez, et ce n'est pas obligatoirement donc un schéma tel qu'on les pratiquait, vous voyez, j'emploie l'imparfait, hein, tel qu'on les pratiquait avec les bases de données. Donc, les graphes de connaissances, à mon avis, là aussi, c'est un élément qui me paraît très important. Autre élément, alors là, vous me direz, j'aurais pu le mettre des deux côtés. C'est ce qu'on appelle le GPT-3, c'est-à-dire des systèmes de génération de quelque chose. En général, génération de texte. Hein. Alors, c'est quelque chose qui, d'un point de vue technique, hein, c'est une application de l'intelligence artificielle, effectivement, c'est assez fascinant. D'autant plus que maintenant, on a GPT-4, hein, GPT-3, donc GPT-4, et au fond, ça revient à quoi? Eh bien, vous dites, voilà, je vais entraîner mon algorithme sur un certain nombre de textes écrits par monsieur ou madame X. Bien. Et si j'ai des millions de textes, bon, c'est une image évidemment, hein, eh bien je vais apprendre les tournures de phrases, la manière dont il utilise le complément d'objet direct, les fautes de syntaxe qu'il fait dans l'expression orale. Vous voyez, j'apprends tout ça. Plus j'aurai d'informations sur lesquelles m'appuyer, GPT-3 va devenir de plus en plus pertinent. Et dans le cas de GPT-3, la partie apprentissage se fait sur 175 milliards de paramètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous pouvez, 175 milliards, ça concerne toute la planète. Vous pouvez bien sûr vous limiter simplement à un environnement plus précis, celui d'une personne ou dans une entreprise. Dans le cas de GPT-4, eh bien, ça sera 100 000 milliards de paramètres, alors j'espère ne pas m'être trompé, c'est-à-dire 100 trillions, c'est gigantesque. Alors, bon, c'est quoi? Ce qu'il y a derrière cette idée-là, parce qu'on commence, et je vous les ai mis ici, on commence à avoir des applications quand même assez intéressantes dans les moteurs de recherche, dans le clavardage, comme on dit chez nos amis québécois, donc le chat, hein, dans les services clients, dans la génération de documents, la génération automatique, par exemple la génération d'une documentation technique, hein, en termes de productivité également, hein, ou de compréhension des contenus. Il y a énormément d'applications. Alors, ce qui est quand même inquiétant, et c'est pour ça que j'ai hésité à le mettre du bon côté ou du mauvais côté. Ce qui est inquiétant, c'est que vous pouvez générer n'importe quoi. Et à la limite, vous pouvez prendre un auteur connu, on apprend à écrire comme lui, et on va générer le best-seller en 1 heure. Alors ça c'est très inquiétant parce que d'une certaine manière, c'est encore un argument pour ceux qui disent qu'on perd la vérité aujourd'hui. On ne sait plus où est la vérité. Je vais parler un petit peu plus loin donc d'une technique de simulation vidéo. C'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'on ne saura jamais si c'est naturel ou pas naturel. Vous voyez, je trouve ça quand même un peu inquiétant. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue technique, ça a d'énormes avantages. C'est-à-dire que grâce à des mécanismes d'apprentissage de machine learning, on peut apprendre à un algorithme à écrire comme Madame X, vous voyez, ou générer une documentation technique dans la phraséologie, vous voyez, avec des normes qui seront celles d'une entreprise. Vous voyez, on peut générer comme ça une documentation technique. Alors, c'est le début, hein, c'est le début. GPT-3, ça existe quand même depuis pas très longtemps, mais alors c'est pas inquiétant, mais Microsoft a tout à fait compris l'importance de la chose, parce que ça a été fait, ce système, par un organisme qui s'appelle OpenAI. Et OpenAI, maintenant, n'a pas été racheté, mais Microsoft en a l'usage quasi exclusif. Donc, il va se passer des choses dans l'année probablement 2002 et 2023 qu'il va falloir observer avec beaucoup d'attention, cette espèce de super générateur que vous pouvez mettre à toutes les sauces et à qui vous pourrez même vous adresser oralement. Oralement. C'est quand même assez étonnant. Alors tout ça, bien entendu, ça va rentrer dans le monde de ce qu'on va appeler donc les DApps. Alors les DApps, c'est quoi? Voilà encore quelque chose qui me semble très, très intéressant actuellement. Hein. Ce sont des applications donc distribuées. Je crois, si vous voulez, que globalement, je ne l'ai pas mis, mais j'ai pris cet exemple-là, c'est que le monde va vers la diversification et la distribution.
Hein, on a eu l'occasion plusieurs fois de l'évoquer, mais on le voit partout maintenant. C'est-à-dire que les systèmes avec une machine, un serveur, avec une base de données, tout là-dessus, terminé. C'est vrai pour les données, c'est vrai également pour les applications. Et les applications qui sont distribuées, un petit bout de code qui va s'exécuter ici, un bout de code qui va s'exécuter là-bas, et non pas le même code qui va s'exécuter partout, ça, c'est en train de nous envahir. Et c'est quand même, c'est extrêmement intéressant parce que c'est ce qui va nous arriver demain. C'est-à-dire un monde qui se décentralise en totalité. Vous ne pouvez plus raisonner sur des serveurs uniques, c'est plus possible. Maintenant, même votre poste de travail aujourd'hui, c'est le desktop, mais en même temps, c'est votre tablette et votre téléphone, et pourquoi pas votre télévision. Tout ça, ça se distribue, les serveurs se distribuent. On parlera maintenant de clouds qui sont hybrides, avec une partie qui est donc des systèmes qui sont hybrides, donc une partie qui est sur le cloud et une partie qui est chez vous, voire sur plusieurs fournisseurs de cloud. On est parti vers un monde de distribution. Et au cœur de tout ça se situe ce concept d'applications, donc on va dire décentralisées ou distribuées, avec là encore, vous voyez, comme Vitalik Buterin n'était pas en retard, une plateforme d'usage et d'utilisation assez privilégiée qui est donc Ethereum. Voilà. Et le code est réparti sur un grand nombre de serveurs. Vous voyez, en général, d'ailleurs, les applications que l'on voit maintenant qui sont distribuées, elles sont fondées sur quoi? Devinez, sur les contrats intelligents. Les contrats intelligents chez qui? Eh bien, chez Ethereum. Voyez, et finalement, on boucle une monnaie, bon, ça c'est un petit peu secondaire, les smart contracts, les moyens de faire du transactionnel sur Internet, des applications distribuées avec Ethereum, et vous avez au fond ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le Web 3. Là, on parle beaucoup du Web 3 actuellement. Alors, il y en a qui disent que ça ne sert à rien, mais moi je crois que si. Tout va devenir, enfin beaucoup de choses vont devenir donc décentralisées et donc éclatées, on peut dire. Hein. Et les dApps, donc ces applications décentralisées, constituent, à mon sens, un élément extrêmement important dans cette terminologie. Alors justement, les smart contracts, il y a quand même, on l'avait dit, hein, vous avez quand même constaté une chose, c'est que s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est la dématérialisation. On parle beaucoup de ça depuis 30 ans, mais on ne dématérialise pas, sauf quand on y est contraint. Et la raison pour laquelle on ne le fait pas, c'est parce qu'on ne peut pas prouver sa bonne foi en cas de litige. On avait eu l'occasion de le dire, on avait dit qu'il y avait eu en son temps une proposition de standard qui s'appelait EBXML, mais qui n'a jamais été, c'était l'Oasis, hein, qui n'a jamais été donc adopté définitivement. Là, on a maintenant, chez Ethereum, on a donc le moyen de programmer les relations de 2 à 2 ou de 1 à plusieurs entre des partenaires qui sont sur Internet. Et donc, on va le programmer. Il y a des langages, par exemple, tels que Solidity, ce langage, donc, un langage de programmation comme un autre, hein, et il programme. Et lorsque des événements vont se produire, ben c'est un peu comme pour un moteur de règles, et bien le programme aura prévu d'exécuter un certain nombre de choses. Vous voyez ? Et donc, ça, les smart contracts, c'est quelque chose qui va exploser dans les années à venir, c'est une certitude, parce que c'est tout le monde de la dématérialisation qui va être en jeu. Je vous l'ai dit, pour l'instant, on n'en a pas fait beaucoup, mais croyez-moi, avec les smart contracts, d'autant plus que dans Ethereum, ça fonctionne d'une manière intelligente dans des espaces d'exécution un petit peu comme des machines virtuelles, hein, dans un runtime spécialisé dans chacun des nœuds donc, de traitement. Croyez-moi, c'est une technologie qu'il faut regarder de près. Hein, ça fait partie, en tout cas, à mon sens, des grandes valeurs que l'on trouvera donc demain. Et puis donc, NFT, alors NFT, donc, dernière, on va dire, technologie que je mets en évidence. Alors, je présente ça comme un avantage. Bon, on peut aussi considérer ça comme un inconvénient. Hein. Donc, c'est les fameux donc, tokens, hein, donc des actifs non fongibles. Bon, ce sont des actifs numériques. Alors, l'idée, c'est que l'on peut qualifier de NFT, donc de fondis, donc on va dire d'actifs non numériques, de numérique, on peut finalement qualifier n'importe quoi. Ça peut être une pensée que j'ai à un moment donné, une image, ça peut être une facture, ce que vous voulez.
ou le fait d'avoir pensé à quelque chose. J'avais évoqué, quand j'avais présenté plus en détail, si c'était Napoléon qui disait en regardant les pyramides, 40 siècles vous contemplent, pourquoi pas transformer ça en actif numérique. Ce qu'il faut, c'est que cet actif ne soit pas reproductible. C'est ça la grande idée. Il ne peut pas y avoir de faux. L'actif, il est caractérisé par un H. Le H va être lié à une date, il va être lié à un certain nombre de choses, mais il ne peut y avoir qu'un seul actif. Lorsque Jacques Dorsey a vendu donc son premier tweet, c'est le créateur donc de Twitter, lorsqu'il a vendu son premier tweet, il l'a vendu près de 3 millions de dollars. Mais parce qu'il ne peut pas y avoir deux premiers tweets. Il n'y en a eu qu'un seul. Vous voyez, on peut faire des copies, mais ce sont des faux. Il n'y a qu'un seul NFT, donc actif non fongible. Et c'est ça la grande idée. Maintenant, vous pouvez transformer tout ce que vous voulez. Une pensée géniale que vous avez à un moment donné, hop, on transforme. Si quelqu'un veut l'acheter, il va l'acheter. Alors, on l'avait dit, évidemment, ça peut paraître un peu curieux, en particulier dans le monde de l'art. On l'avait évoqué tout à l'heure, donc celui qui avait vendu pour 69 millions de dollars un collage de 5000 fichiers numériques. Mais je veux dire, ce n'est pas plus idiot que certaines formes d'art, comme je l'avais déjà dit. Alors, il y a quand même quelques contraintes. Un actif numérique non fongible n'a d'existence que dans une blockchain. Il ne peut pas s'acheter et se vendre que s'il s'appuie sur une place de marché. Il est indivisible, on ne peut pas le couper en morceaux. Donc, ça s'appréhende comme un tout, on ne peut pas le découper. Il est indestructible parce qu'il est associé à une blockchain, comme vous le savez. Une blockchain, tous les grands livres, chacun des intervenants possède la totalité de ce qui se passe, et donc vous ne pouvez pas supprimer quelque part quelque chose, parce qu'à ce moment-là, vous mettez le pataquès partout. Donc vous ne pouvez pas, à cause de la blockchain. Il est vérifiable, on peut tracer son existence depuis ses origines. Voyez, et je vous dis, on peut tout imaginer. Et ça, je suis certain que les NFT, on va en voir énormément. Et les banques sont en train de se préparer maintenant. C'est quand même, je n'ai pas dit une autre forme d'art, c'est une autre forme d'imaginer des actifs. Oui, c'est ça. Et ça vous dit, ça peut être une pensée ou n'importe quoi. Bon, voilà, donc quelques idées donc, sur ce qu'on pourrait dire, ce qui s'est passé d'intéressant en 2021. Et puis maintenant, ce que je trouve assez désagréable, donc ce qui s'est passé. Alors là encore, j'ai fait un choix. Alors la première chose, c'est que j'ai fait un choix sur le comportement de Facebook. Alors, bien sûr, je l'ai choisi, mais j'ai demandé quand même à mes amis de Le Marçon, donc on a voté, on a chacun proposé des choses, et puis bon, ces propositions qui sont ici, au fond, représentent un petit peu la vie globale des personnes qui sont avec nous dans Le Marçon. Alors, le comportement de Facebook. Alors, vous savez que Facebook a changé de nom. Maintenant, il s'appelle donc Meta pour Metaverse, c'est-à-dire vers des espaces virtuels. On va voir ce que ça va donner, mais quand même, pendant l'année, on ne peut pas dire que Facebook ait fait preuve quand même de... Il a quand même été très critiquable. Alors, j'ai pris quelques exemples. D'abord, la marche vers le Capitole, donc du 6 janvier. Facebook... a présenté quand même beaucoup de précipitations. Il n'y a pas eu de contrôle sur les informations qui ont été publiées. Alors vous me direz, ça pose le problème de la modération. Est-ce que Facebook, finalement, a les moyens, tout simplement, de contrôler tout ce qui se dit? Moi, ça me paraît quand même difficile. Mais avec des mécanismes d'intelligence artificielle et en jouant sur la présence de mots, par exemple, dans les messages ou dans les textes, on peut tout au moins alerter. Or, là, Facebook n'a pas fait preuve, malgré sa grande qualité technique, incontestable, ils n'ont pas été très pertinents. On peut dire la même chose sur les campagnes anti-vaccins, donc, qui ont déferlé donc, sur Facebook contre le vaccin du Covid-19. Il n'y a pas eu d'effort de modération. Il y a eu un blocage curieux, par contre, des internautes australiens pour les empêcher d'accéder aux news. Alors, ça fait toute une histoire actuellement. On a un peu l'impression, par moment, que Facebook faisait un petit peu, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais ça n'en est pas très loin. Autre exemple, le témoignage glaçant, j'ai bien dit glaçant, d'une ancienne employée donc, de Facebook qui s'appelle Hogan, pour les pratiques internes de Facebook. Alors, on n'est pas étonné, c'est une compagnie américaine, évidemment, et donc ce qui compte, c'est le profit, mais le profit sans obstacle.
Et Mark Zuckerberg est peut-être un garçon qui ressemble encore à un étudiant, mais dans la pratique, c'est une entreprise acharnée, hein, Facebook, et qui est d'autant plus, à mon avis, inquiète maintenant qu'elle est un peu remise en cause, d'abord par les jeunes pousses, les jeunes générations qui n'apprécient pas trop, hein, Facebook. On sent quand même qu'il y a maintenant une perte, on va dire, d'intérêt de la part du public, et c'est peut-être sans doute la raison qui le pousse maintenant à aller vers des espaces virtuels, donc métaverse. Bon. Et puis, moi, ce qui m'a le plus choqué, par contre, c'est il y a un procès actuellement qui est mené, donc ça se passe en Birmanie. Il y a une minorité, donc, dans le Myanmar, qui s'appelle les Rohingyas. Il y a eu vraiment des messages de haine monstrueux qui ont été véhiculés par Facebook. C'était quand même pas très compliqué de faire, là encore, des filtrages. Hein. On aurait très bien pu se protéger contre ça. Alors, il y a un procès maintenant. D'ailleurs, la minorité réclame 150 milliards. C'est pas rien. Voyez, au motif que Facebook n'a pas fait son travail. Je dirais que globalement, on aurait pu s'attendre à mieux de la part de Facebook. Donc, je l'ai mis du mauvais côté donc, de la balance. On va également retrouver d'ailleurs Facebook d'une certaine manière ici, mais dans une affaire qui est tout à fait différente. Là encore, je mets parmi on va dire, les situations un petit peu délicates, c'est le cas de NSO. NSO, c'est un groupe, hein, c'est une entreprise, le NSO Group, qui est une entreprise israélienne qui a fabriqué un outil qui s'appelle Pegasus. Donc, vous savez, le cheval ailé, donc Pegasus. Bien. Ce truc-là, que l'on installe d'ailleurs sans l'autorisation des propriétaires, sur un smartphone, hein, à partir de iOS, hein, iOS 14.6, ça permet de surveiller et de tracer n'importe qui. Alors, ils installent donc pour le compte d'un client, ou ils le font direct, ou c'est le client lui-même qui le fait, par un certain nombre de moyens qui sont relativement faciles. On installe ce machin-là, donc cet outil Pégase, donc, dans les téléphones, dans les téléphones Apple iOS. Avec ça, ils peuvent tout surveiller. Donc, ils ont actuellement apparemment une soixantaine donc, de grands clients dans le monde qui sont en général des gouvernements, qui sont intéressés entre guillemets, par ce qui se passe ailleurs. Hein. Il a accès aux messages, aux carnets d'adresses, aux historiques des appels, aux localisations géographiques et à l'historique des localisations, au calendrier, etc. Ils ont tout. Et ceci sans interaction donc, avec le propriétaire. Par exemple, on peut activer le téléphone s'il est en veille, activer la caméra, filmer des scènes alentour, lancer des appels et tout enregistrer dans des fichiers qui, bien entendu, partent là où ils ne devraient pas aller. Bon, Pegasus, donc c'est quand même un petit peu gênant. Hein. Alors, il aurait, paraît-il, une liste de 50 000 noms dans laquelle il n'y a pas que les terroristes donc patentés, mais il y a aussi donc, des gens tout à fait, entre guillemets, tout à fait normaux. Hein. Il y a des journalistes, il y a des politiques, il y a des patrons d'industrie, tout ça. Et donc, c'est un outil qui permet de faire on va dire, de l'espionnage politique, mais également de l'espionnage industriel. Alors, NSO Group a beau dire « nous sommes blancs comme neige », ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, il se dit qu'à un moment donné, Facebook, intéressé par l'outil, était prêt à racheter la compagnie. Alors, c'est un petit peu flou, ça. On va être très prudent dans cette affirmation-là, mais pourquoi pas. Alors, c'est Amnesty International hein, qui a donc lancé l'alerte, hein, puisqu'il a attaqué lui-même. Il y a d'autres, il y a eu des gens qui ont été pris la main dans le sac. Hein. C'était le cas du gouvernement marocain, qui surveillait donc le président français, donc Emmanuel Macron. Mais maintenant, ici, ces jours-ci, on a vu que, c'est pas les Marocains cette fois-ci, mais on a vu que des politiques, des opposants politiques polonais, par exemple, ont été surveillés ou sont surveillés. Un journaliste saoudien également par les Émirats arabes unis. Bon, c'est quand même un outil de surveillance, mais qui est accessible par n'importe qui. Vous voyez ? Alors, je pense qu'il ne faut pas être hypocrite et se dire « Ah, c'est une horreur, c'est lamentable, c'est des choses qu'il ne faut pas faire ». Pegasus, c'est une arme d'espionnage tout à fait classique. Et tout le monde fait la même chose. Il faut arrêter de prendre des gens pour des imbéciles. La CIA fait ça tout le temps.
Hein. Le SCRS au Canada, c'est la même chose. La DGSE en France, la même chose, sauf bien entendu, ils ne vont pas faire de prosélytisme en disant, voilà, nous on fait ça. Ouais. Donc ce qui s'est passé dans cette affaire, c'est que commercialement, c'est un outil que n'importe qui peut se procurer. Alors ça, c'est quand même très choquant. Mais ça montre un petit peu quand même le climat délétère qu'il peut y avoir donc, dans notre monde politique, mais également dans le monde industriel. Donc, j'ai voté à l'unanimité pour la présence de NSO Group dans ce palmarès négatif. Bien. On ne pouvait pas ne pas mettre Log 4j, bien entendu. Log 4j, c'est une API Java dont on parle énormément en ce moment, hein, qui traite donc des problèmes d'enregistrement et de surveillance. On parle donc de logging. Ça permet donc d'enregistrer donc beaucoup d'informations qui concernent donc des applications. Alors, le problème, c'est qu'il y a une faille, il y a plusieurs failles d'ailleurs dans Log 4j absolument dramatiques. C'est pour des applications donc Java, parce que, si vous voulez, pour faire simple, hein, Log 4j, quand il est sollicité, eh bien, il ne fait pas suffisamment de contrôle. En particulier, il ne fait pas de contrôle sur des requêteurs de DNS, par exemple, qui passent par des DNS ou par des annuaires LDAP. Donc, il y a un manque de contrôle, ce qui fait d'une certaine manière, n'importe qui peut utiliser les failles qui sont dans cet outil. Or, le problème, c'est que pratiquement toute la planète utilise Log 4j, qui a été fait par qui? Par la fondation Apache. Donc on ne peut pas dire qu'elle fait les choses à moitié. Au contraire, tout ce qu'elle fait, c'est bien. Bon, ben là, c'est quand même un petit peu raté, et tout le monde l'utilise. Et le gros souci actuellement, c'est qu'on ne sait pas, au fond. Alors moi, je sais si je l'utilise dans mes applications, mais mes fournisseurs, quand j'utilise des API, les composants, si ça se trouve, les composants écrits en Java, exploitent donc le Log 4j pour pouvoir surveiller le fonctionnement de ce composant. Et donc, on en est là actuellement. Et on pense que c'est probablement l'une des pires failles qu'on a connues donc, depuis 10 ans ou 15 ans. Ouais. Donc, c'est quand même très embêtant. Hein. Très embêtant. On peut tout trafiquer. On peut faire ce que l'on veut avec ça. Et à la limite, très simplement. Hein. Voilà. Alors, bien entendu, on était un peu rassurés parce qu'on se disait, bon, ben, ce n'est pas toutes les versions donc, de Log 4j qui sont concernées. C'était des versions de la version 2.0 à la 2.14.1. Donc, on s'est empressé de passer à la 2.15. Manque de chance, dans la 2.15, pareil, il y a une autre faille. Donc, il faut maintenant attendre de passer à la version 2.16. Entre nous, ce n'est pas très sérieux. Hein. C'est pas très sérieux, et ça rappelle d'ailleurs une autre, pas attaque, mais une autre faille qui avait fait couler beaucoup d'encre à une époque, c'était Heartbleed. Et donc, c'était pareil, c'était une mise à jour d'un outil open source donc sur OpenSSL, qui avait été faite par un étudiant un peu attardé qui s'appelle Sigelmans, mais qui avait fait n'importe quoi. Et donc, ça avait provoqué une panique absolument monumentale. Et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Donc, là encore, à l'unanimité, on le met dans notre palmarès. Donc, je vous avais dit tout à fait en commençant, pour moi, le Bitcoin, c'est quelque chose de dément. Et je le mets dans les aspects très négatifs donc, de cette année. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Bitcoin, il y a quelques heures, hein, représente 42 150 €, c'est-à-dire à peu près 61 300 $ canadiens. C'était donc hier, au 29 décembre 2021. Je vous ai dit, ce n'est pas une monnaie. Mais on pourrait parvenir sur ce qu'on a dit. En gros, une monnaie ne peut pas être finie. Il ne peut y avoir que 21 millions de bitcoins, donc ça ne peut pas être une monnaie. Pas possible. C'est une valeur de spéculation. Je pense par ailleurs que le bitcoin n'est pas représentatif du mouvement donc, des crypto-monnaies et que la manière dont sont désignés les fameux mineurs avec les POW, c'est-à-dire la preuve de travail, c'est une aberration absolue. Une aberration parce que ça met en œuvre des ressources absolument gigantesques. Hein, et je vous le disais en commençant, à la fin de l'année 2021, ce sera à peu près 200 donc, térawattheures consommés, c'est-à-dire à peu près, on le voit sur ce dessin ici en bas, à peu près un petit peu moins que l'Afrique du Sud ou l'Australie. Ça n'a vraiment aucun sens. Hein. Et donc, quand vous pensez qu'une seule transaction, parce qu'une transaction va être prise en charge par tous les mineurs,
qui vont essayer de le mettre dans un bloc. Ils vont essayer de faire que ce bloc soit éligible pour faire la mise à jour ensuite dans tous les porteurs de portefeuille. Bien. Eh bien, une transaction, eh bien, le traitement, on va dire l'énergie consommée pour cette transaction, eh bien, représente à peu près la consommation électrique ou d'énergie pour une maison individuelle pendant 70 jours. Non, mais on marche complètement sur la tête. C'est pour ça qu'Ethereum, ce n'est pas du tout le même principe, hein, basé sur l'idée que, là, on choisit, ça ne s'appelle pas un mineur, mais un forgeur, on le choisit sur le fait qu'il possède ou non des crypto-monnaies, hein, ce n'est pas du tout pareil. Mais l'idée du Bitcoin est une totale aberration, ne serait-ce qu'à cause de ça. Et je connais, et je sais qu'il y en a parmi vous en ce moment, je connais des électriciens, pour ne pas citer, c'est Hydro-Québec, qui a établi une politique de facturation différente en augmentant les prix pour les entreprises qui faisaient du minage. C'est vrai, hein, c'est tout à fait logique. Donc, pareil, le Bitcoin au tableau de déshonneur. Encore une chose qui m'a semblé, là c'est pas technique, mais c'est là, puisqu'on parle de démence, bah, allons-y, hein, on va parler de la démence par rapport au téléphone. Alors ça s'appelle la nomophobie. Nomophobie, je pourrais plutôt parler, on va dire, d'hyperconnectivité. Alors, je l'avais présenté il y a quelques temps, mais je le rappelle maintenant parce que je trouve que, enfin, on devient complètement fou, hein, si on ne l'était pas déjà avant, hein, mais maintenant, quelques exemples que j'avais déjà évoqués. Hein. Le premier geste en nous réveillant, c'est de consulter le smartphone. Et 5 heures du matin, mais ça ne fait rien, la première chose, c'est ça, on va regarder. Au restaurant, le téléphone, il est bien en évidence sur la table, et donc on vérifie les mails pendant que le steak refroidit. C'est très agréable pour la personne qui est en face. Hein. On envoie 50 textos par jour parce que les relations, ça se cultive. Alors que les relations, pour dire quoi, en général, rien, hein, mais bon, on envoie plein de trucs comme ça. On consulte notre téléphone sans raison. Même quand on n'a pas vous voyez, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'on en aurait un, peut-être qu'on ne l'a pas entendu, alors on va regarder quand même. Il faut arrêter. On ne peut pas vivre un moment agréable sans informer tous les amis qu'on a chez Facebook, qui d'ailleurs se moquent royalement de ce que vous avez vécu. Mais c'est comme ça, cette espèce de nécessité d'informer tout le monde, et donc on va servir bien entendu du téléphone. Alors on prend des photos de pieds sur fond de plage en été, des photos des plats au restaurant. Combien de fois j'ai reçu ça? Mais si vous saviez à quel point je me moque royalement de savoir qu'il a pris des frites avec son steak et non pas des pommes de terre autrement, honnêtement, ce n'est pas quelque chose qui me préoccupe. Hein. Enfin, à croire que tout ce qui nous arrive ne peut qu'intéresser toute la planète. Et d'ailleurs, c'est l'ambiguïté sur laquelle se trouvait Facebook. Hein, on s'imagine qu'on est intéressant parce qu'on a 2000 correspondants. Mais ce n'est pas vrai du tout. Et c'est la même aberration pour ce fameux téléphone, cette nomophobie. Hein. Et puis finalement, on n'éteint jamais le téléphone, même au cinéma. Vous voyez. Et si jamais quelqu'un cherchait à vous joindre, c'est vital. Probablement que M. Justin Trudeau est en train de vouloir vous téléphoner en ce moment, ou le président français, il n'arrête pas de m'envoyer des messages en ce moment. Il faut peut-être arrêter de délirer quand même. Cette nomophobie, c'est de la folie, tout simplement. Après tout, il y a quelques années, on n'en avait pas, vous savez, des téléphones. On avait des cabines téléphoniques. Finalement, on était peut-être un peu moins efficace, mais je pense qu'on était un peu moins dingue. Enfin, dingue, un peu fou sur les bords. Hein. Ça s'appelle donc la nomophobie. Là, c'est pareil. Je le mets donc dans le palmarès des choses délirantes. Hein. Bon. Deepfake, maintenant. Deepfake. Alors, le deepfake, c'est le fait de pouvoir trafiquer une vidéo, hein, c'est ce qui est montré sur ces dessins, hein, une séquence vidéo par des mécanismes de l'intelligence artificielle et de faire dire donc à cette vidéo des choses qu'il n'a jamais dites. Et c'est absolument, alors c'est un petit peu la même idée, la même inquiétude qu'on a pu évoquer tout à l'heure avec GPT-3 et GPT-4. Là, le moment est arrivé maintenant où vous ne pourrez pas être certain, et d'ailleurs vous n'aurez probablement aucun moyen de vérifier que la séquence que vous entendez et que vous voyez est une séquence réelle. C'est pas possible.
Alors, c'est le même principe que sur GPT-3, sauf que cette fois-ci, on s'intéresse à un personnage. On va prendre, mettons, Donald Trump, très bien. Eh bien, on va prendre des milliers de séquences de Donald Trump, et puis on va regarder le mouvement de ses lèvres, le mouvement des yeux, sa mèche qui tombe, et on va enregistrer donc un certain nombre de choses comme ça. Et ensuite, on va lui faire dire donc, des choses qu'il n'aura jamais dites. J'avais pris cet exemple-là. On pourrait lui faire dire, par exemple, qu'il est intéressé par la littérature du Moyen-Âge en Europe. Connaissant Donald Trump, ça m'étonnerait. Hein. Mais on peut leur faire dire n'importe quoi. Hein. Ça a été le cas d'ailleurs avec Zuckerberg, quand on lui a fait dire qu'il se vantait de contrôler les utilisateurs. Alors, évidemment, il s'en défend. La présidente, on l'avait évoqué également, c'était Nancy Pelosi, donc de la Chambre des représentants, qui arrive dans un état d'ébriété avancé, c'est tout juste si elle ne dit pas du bien de Donald Trump. Bon. On a vu le président argentin, donc Mauricio Macri, qui a été remplacé par Adolf Hitler et qui disait des choses absolument monstrueuses, mais tout à fait crédibles. Et je vous défie d'aller vérifier que c'est faux. C'est ça le problème. Bon, évidemment, Donald Trump parlant de la littérature du Moyen-Âge, ça c'est clair, c'est pas possible. Mais par contre, il peut y avoir des cas où il y a doute. Et s'il y a doute, c'est en tout cas pas la vidéo qui va vous le permettre de lever ce doute. Hein. Alors, ce que j'avais dit, c'est qu'il me semble tout de même que l'inquiétude sera dramatique parce que pour l'instant, on n'est pas capable de faire du temps réel. Donc, on est capable de dire, voilà, je regarde une séquence qui a été enregistrée, bon, j'apprécie ou pas, mais bon. Mais le jour où on pourra faire de la réactivité en temps réel, c'est-à-dire je m'adresse à un interlocuteur que je connais, et je lui dis comment tu vas, et il me dit oh, je vais très bien, j'ai joué au tennis hier, puis vous n'êtes pas du tout inquiet sur le fait que vous n'avez pas affaire à votre ami en question. Alors, par contre, il faut pouvoir générer les choses en temps réel. Alors, on peut avoir une bibliothèque à côté avec les mimiques, les mouvements, vous voyez, tout ce que je fais en ce moment, hein, eh bien, on peut avoir tout ça enregistré, mais générer une réponse en temps réel qui soit crédible, on ne sait pas encore faire. Mais compte tenu de la puissance des machines aujourd'hui, des processeurs, je me dis que ça va arriver dans pas très longtemps. Donc, il va falloir sacrément se méfier dans les années à venir, hein, d'autant plus que vous allez trouver, et vous trouvez déjà maintenant dans le deep web, des tas d'outils qui vous permettent déjà de s'approcher de là. Imaginez un peu les demandes de rançon que vous allez pouvoir faire avec ça. Enfin, quand je dis vous, non, évidemment, ce n'est pas vous, hein, mais voilà, vous vous rendez compte de ce qu'on va pouvoir faire avec ça. C'est absolument dramatique. Donc, ce sont les deepfakes. Là encore, je pense que ça valait la peine de le mettre dans ce palmarès. Alors maintenant, écoutez, il faut que je puisse choisir un bonnet d'âne. Alors, j'ai pris quelques exemples, hein, donc, à qui on pourrait attribuer donc, le bonnet d'âne. Alors, la reconnaissance faciale me paraissait intéressante, hein, parce qu'elle se dégrade avec les conditions d'observation et surtout elle est sujette aux déviations curieuses. Hein. L'histoire de Scotland Yard est quand même très, très, très significative. Hein. Bon, c'est abandonné pour l'instant. On aurait pu donner le bonnet d'âne à la reconnaissance faciale. On aurait pu également donner le bonnet d'âne aux véhicules autonomes. Pourquoi ? Parce que je commence à en avoir assez d'entendre dire que c'est la voiture de monsieur et madame tout le monde. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est envisageable aujourd'hui pour des fonctions, on va dire, utilitaires, pour des navettes, etc., avec des circuits qui sont assez contraints, mais encore, on est très loin d'un usage qui sera donc généralisé. Et c'est uniquement une question donc, de modélisation de l'environnement. On en est très loin. Un jour, on y arrivera, mais pour l'instant, on ne sait pas faire. Bon. Alors, il y a beaucoup d'accidents, ça on n'en parle pas trop, hein. En tout cas pas les fabricants. On a un peu l'impression que c'est une course maintenant à la technologie, il faut absolument avoir des voitures autonomes. Bon. Le taux d'accident est de 9,1 accidents par million de miles parcourus avec des voitures autonomes, contre 4,1 pour les véhicules classiques. Donc on a 2 fois plus d'accidents. Bon, c'est peut-être contestable, hein, mais en tout cas c'est un chiffre significatif. Bon, en plus, il y a un danger donc, de feu des batteries lithium-ion. Enfin, voilà. On peut également être contrôlé et pris en charge, disons, pénétré par des criminels. Après tout, on a quand même beaucoup d'algorithmes, beaucoup de machines dans ces voitures, et donc on peut leur faire n'importe quoi. Et ça s'est déjà produit.
Bon, moi je pense qu'il y a encore beaucoup d'obstacles à venir, à franchir, et donc ça aurait pu là encore être un candidat donc au bonnet d'âne. Mais j'ai trouvé mieux, figurez-vous, chers amis. Alors la palme, de mon point de vue, revient à dénommer Homei, pardonnez donc mon accent, hein, Miyashita, qui est professeur à l'université, donc c'est un japonais, à l'université donc de Meiji, qui est quelqu'un de très sérieux. Attention, le produit qu'il propose est extrêmement sérieux. Hein. Il propose un truc qui s'appelle le TTTV, c'est-à-dire Taste the TV, c'est-à-dire en fait goûter la télévision. C'est un affichage léchable, c'est-à-dire que vous le léchez, l'écran, vous le léchez avec la langue. Je suis sérieux, hein, et lui aussi est sérieux. Et ça vous reconstitue le goût des aliments qui sont présentés à l'écran. Alors, on vous présente une béchamel, eh bien, vous léchez l'écran et vous récupérez donc sur vos tapis, vous récupérez donc le goût de la béchamel. Bon. Alors, pour ça, il y a donc, vous avez 10 réservoirs dans votre écran qui ne sont plus tellement d'ailleurs un réservoir, hein, avec des arômes différents qui sont combinés un peu de la même manière que ce que l'on trouve avec un écran de couleur, avec les pixels rouge, vert, bleu, c'est un petit peu la même idée. Hein. Là, bah, ce sont on va dire des ingrédients qui sont des senteurs et des arômes différents. Donc voilà, eh bien, on va vous présenter quelque chose, eh bien, vous allez lécher l'écran, quand je dis vous, là encore, il ne faut pas prendre ça comme là, et donc on va lécher l'écran, puis on dit, ah ben oui, ça c'est pas mal, je vais faire ça pour le dîner ce soir, ou le dîner ce midi. Vous voyez ? Donc, alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas du tout un gadget. 770 €, 1120 $ canadiens pour ça. Bon, je ne sais pas trop si le fait de lécher l'écran, on ne va pas me prendre pour un fou furieux, on va tout de suite m'emmener à l'asile. Si je me mets à franchir, enfin, j'imagine dans mon bureau, si je me mets à lécher l'écran, je pense que je finirai tout de suite avec la camisole de force. À peu près ça. Bon. Voilà, c'est ce que je vous propose en tout cas comme bonnet d'âne. Alors maintenant, à quoi faut-il s'attendre pour 2022, pour terminer donc, sur on va dire ce sujet, hein. Bah, je vous ai mis ici quelques éléments qui me semblent être très significatifs donc, en 2022. D'abord, on parlera beaucoup d'intelligence artificielle. On parlera beaucoup d'hyper-automatisation. Et pour une fois, je suis d'accord avec le Gartner. Hein, c'est-à-dire une combinaison d'intelligence artificielle avec la robotique. On aura la confirmation donc, des clouds hybrides, hein, qui mélangent de local et avec un ou plusieurs clouds de prestataires de cloud. Déploiement, mais je l'ai dit, donc déploiement très fort donc, des systèmes distribués. L'extension du virtuel avec les métavers, ce qui devient complètement fou. Vous avez sans doute remarqué et noté que des grands industriels aujourd'hui se lancent dans les métaverses. Et donc, des fabricants, des grands constructeurs de véhicules américains sont en train de le faire. Et donc, des espaces où les ingénieurs vont avoir leur casque pendant un temps et donc se déplacent dans un espace virtuel. Et ça va énormément se développer. Extension donc, du virtuel. Microsoft et Linux, poursuite du grand virage, hein, ça me paraît une chose évidente. Les machines quantiques, je n'y crois pas pour 2022. Alors, on a encore des belles annonces avec des tas de qubits, mais comme on ne sait pas réellement ce que c'est qu'un qubit, on n'est pas plus avancé. Donc, la maturité ne sera pas au rendez-vous. On verra arriver, par contre, des projets d'objets, donc des capteurs. C'est bien la 5e génération, ou la 4e génération plutôt donc, du système d'information. Ça, c'est quelque chose d'essentiel. En termes de moyens de communication, on va avoir une concentration confirmée autour des fibres optiques et du cellulaire, mais également des satellites à basse altitude, avec donc, entre autres, les satellites de OneWeb, donc, et puis surtout de Starlink, d'Elon Musk. Donc, très nombreux, avec les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure avec les Chinois. Et donc, tout ce qui est à côté, ADSL, tout ça, ça va disparaître. Pas tout de suite, pas en 2022, mais ça disparaîtra. Le pouvoir des GAFAM va diminuer. Alors, j'ai souvent expliqué que ça me paraissait inquiétant, hein, mais les Américains ont compris que c'est pas bon d'avoir un système monopolistique, car ça met en péril leur propre économie. Et donc, actuellement, et c'est une bonne nouvelle, donc le Congrès américain demande des comptes aux GAFAM. Et donc, il va se passer pour lui
peut-être un peu plus difficilement, va se passer pour eux, peut-être un peu plus difficilement, mais ça devrait se faire un petit peu ce qui s'est déjà passé avec d'autres. Montée en puissance de la fameuse gig économie, ça veut dire quoi? Pour un Canadien ou un Américain, c'est quelque chose de courant, c'est-à-dire qu'on se prend en charge à travers nos entreprises personnelles. Pour un Européen, c'est moins évident. Et le fait qu'on va aller vers une gig économie en Europe, ça va être un séisme absolument énorme, mais inéluctable de mon point de vue. On va enfin comprendre à quoi va servir la blockchain, à laquelle je crois énormément, cette fameuse gestion donc de la vérité. On va recentrer les entreprises autour de leurs données, car c'est ça qui est important, et non pas sur les process informatiques. Ce qui est important, c'est les données, c'est elles qui nous font vivre, et non pas uniquement l'informatique. Bien. Et puis, les patrons de TI, les directeurs de systèmes d'information, vont commencer donc à laisser la place donc, aux utilisateurs. Voilà. C'est une évolution qui me paraît évidente. Bon, voilà. Donc, sur cette dernière page, donc, je vous mets simplement ici. Donc, alors, nous avons sur notre site, vous pourrez regarder, on a planifié donc, tous les webinaires jusqu'au 13 mai 2022. Donc, vous pouvez vous inscrire comme vous voulez. Nous avons également mis tous les séminaires que j'anime sur notre site également jusqu'à la fin juin. Bon, il y en a énormément, vous verrez. Vous êtes donc, bien entendu, vous êtes les bienvenus quand vous voudrez, il n'y a pas de souci. Voilà, en tout cas, laissez-moi vous souhaiter en tout cas une très bonne année donc 2022. Je vous souhaite plein de choses, des machines qui tombent en marche, par exemple, ça serait sympathique, pas trop de problèmes, vous voyez. Et donc, plein de bonnes choses. J'espère que 2022 sera une grande année pour vous. C'est vraiment mon souhait le plus cher. Et j'espère vous retrouver donc le 7 janvier, je crois, où là, nous allons parler de quoi? Mais pourquoi donc la gestion de projets agiles suscite autant de haine? Pourquoi autant de haine? Ça sera donc notre premier sujet. Merci infiniment, donc, chers amis, et donc à bientôt, je l'espère, au 7 janvier, et bonne année.